commencer par la première question. Peux-tu te présenter et nous présenter ton activité liée à l'horreur? Très bien. Eh ben, Michele ou Michel, comme on vous semble, a.k.a. Body Count. Body Count, voilà que l'alias que j'ai choisi, qui est en fait un terme utilisé très majoritairement dans les slashers, hein, pour le nombre de cadavres que les divers tueurs accumulent. Donc, c'est comment dirais-je, je suis vraiment dans l'horreur, vraiment depuis plus de 30 ans. Je vais le dire tout bas, mais j'ai 40 ans. Mais ça va à part ça. Alors ça va, parce que moi j'en ai beaucoup plus, donc ça va. Bon, ça va, c'est vrai. De toute façon, en vieillissant, c'est comme le bon vin. Hein. Oui. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Dites ça aux jeunes vins qui sont plus que vous deux. Non, mais vas-y, continue, il est désagréable. Et en fait, bizarrement, je sais pas si c'est vraiment le film d'horreur qui m'a choisi ou moi qui l'ai choisi, mais ça a commencé assez jeune. Ma toute première expérience dans le cinéma d'horreur, elle s'est faite de façon vraiment totalement involontaire. J'avais 3 ou 4 ans, hein. C'est pour dire. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vraiment très tôt, là. Et en fait, bon voilà, c'était un soir, et, mes parents avec ma grand-mère m'avaient mis au lit, la petite histoire, etc. Puis je les trouvais pas comme d'habitude. Et puis moi, je me suis levé discrètement parce que je suis de nature assez curieux. J'ai pas changé avec le temps de toute façon. Et en fait, la porte était légèrement entrouverte. C'était un film en noir et blanc. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis assis comme ça dans le couloir. Je regardais au loin. Tiens, c'est marrant. Bon, bref, ça me parlait pas par rapport à ce que je voyais habituellement, les Disney et compagnie. Ah oui. Et puis, en fait, il se trouve que je voyais des gens avec la peau abîmée, arrachée, et puis, après s'en prendre avec sur d'autres personnages. Je voyais un personnage notamment qui était avec une lance remplie de feu. Enfin bref. Et puis, en fait, après, je voyais, il y avait des personnages qui étaient, je l'interprétais pas ainsi, mais en train de croquer des gens. Et par la suite, après, il se trouve que j'ai découvert qu'ils étaient en train de regarder La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Ah, c'est marrant. J'étais presque persuadée qu'on allait tomber là-dessus. Je trouve que ça ressemble beaucoup au Disney moderne. Donc ça a commencé comme ça. Et puis c'est vraiment vers 5 ou 6 ans. Ça peut paraître précoce, hein. Et surtout, à la base, personne ne voulait me laisser regarder, mais j'étais un petit filou, j'aimais bien, pendant que les adultes étaient occupés, j'essayais d'en profiter. Je te dirais bien que tu n'es pas le premier filou que l'on interviewe, tu vois. On a déjà eu je me planquais pour regarder la télé pendant que mes parents croyaient que je dormais. Ça, on l'a déjà eu. J'attendais qu'ils partent pour me mettre un film que je regrettais d'avoir vu amèrement après. Et j'attendais, bien sûr, qu'ils rentrent parce que j'étais mort de trouille. Donc, on en a eu quelques-uns comme ça. Des amis qui venaient, ou même pendant les périodes de fête, je sais pas, Noël, le jour de l'an, etc., pendant qu'il y avait les amis de mes parents, enfin bref, il y avait pas mal de monde. Moi, j'étais dans ma petite chambre. En fait, il se trouve que mon père, il avait déjà beaucoup de VHS chez lui, soit enregistré ou acheté, etc. Et donc, moi, dans ma chambre, j'avais un magnétoscope. À la base, c'était censé pour regarder des choses, voilà, innocentes. Du coup, j'en profitais dans ce moment-là, ou alors quand il dormait et compagnie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vers vraiment 5-6 ans où j'ai commencé, on va dire, à m'y intéresser un peu plus. Et le premier en question, c'était Halloween de John Carpenter, qui m'a fait vraiment petit à petit adhérer à cela, en l'occurrence le slasher, puisque c'est le thème principal de ma chaîne YouTube, et c'est aussi mon genre, je devrais même dire mon sous-genre préféré. Oui, c'est plutôt, oui, voilà. On est assez d'accord sur le fait que c'est entre guillemets un sous-genre, parce que c'est pas péjoratif de dire que c'est un sous-genre. Surtout vu le nombre de sous-genres dans l'horreur qui peut exister.
Mais même en dehors du slasher, voilà, comme j'ai dit, je suis pas enfermé sur le slasher. Je veux dire, même quand j'étais gamin, je veux dire, dans les cassettes que mon père il avait, je découvrais des films des années 50, 60, des compagnies, des polars français, enfin, des grandes comédies françaises de l'époque, Bourvil, De Funès, Fernandel, des compagnies. Voilà, même là, j'aime, j'ai un large choix, mais c'est vrai que ça s'est centralisé sur le slasher, le film d'horreur. Outre le slasher, bah, dans les autres films, voilà, qui m'ont fait vraiment adhérer encore plus au film d'horreur, bah, c'était, je sais pas, de classiques du style Zombie, bah, la suite de La Nuit Vivant, Massacre à la tronçonneuse, enfin bref, je pourrais encore en citer d'autres, mais au fur et à mesure que je rentrais dans les films d'horreur, c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que, que c'était mon truc, quoi. Et, ce qui fait aussi, que, par la suite, du coup, j'ai été amené à vouloir en découvrir un peu plus. Mon père m'emmenait dans les vidéoclubs. Je pense que il y en a plus un qui a été que l'autre, non? Alors, je me sens concernée, effectivement. J'ai été dans les vidéoclubs. Oui. Ma première expérience sur les films, c'était d'en sortir d'ailleurs, pour avoir vu la coupe de Chucky. Ouais, voilà. T'as été beaucoup avec tes parents, donc, c'est ce qu'on disait. Oui. Voilà. Et du coup, comme moi, j'y allais avec lui, fin des années 80, début 90, surtout début 90. Bon, bien entendu, j'allais pas dans le coin horreur, mais je les voyais au loin déjà, rien que les visuels, ça me faisait rêver, quoi. Enfin, je dirais même, dans l'absolu, les visuels en vidéoclub me faisaient rêver. Je pense que c'était même le cas de beaucoup de personnes qui ont mis leur pied là-dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Et quand je voyais justement tous ces visuels au loin, je savais pas qui c'était, mais c'est vrai que c'était magnifique. Et par la suite, j'ai découvert par exemple sur les slashers ou même de grands films d'horreur que c'était par exemple Laurent Melty, le grand Laurent Melty qui a fait les poubelles. Oui. Et j'avoue que j'avais vraiment hâte de pouvoir voir ces films parce que ça entre guillemets ça me donnait l'eau à la bouche. Et il a fallu qu'un jour que mon père rentre du travail et moi à force d'avoir l'habitude de regarder ce genre de film là, j'étais justement trop tranquille et puis il arrive et boum, j'avais été pris la main dans le sac comme on dit. Puis bon après la petite prise de tête, la morale et compagnie, sauf que quand il a compris que j'en avais vu je ne sais combien. Ouais. C'était plus le moment de faire des trucs. Non. C'était trop tard. Lui, il avait la saga des Vendredi 13, du 1er au 8e. Il avait aussi les Halloween des années 80. Il avait aussi les Freddy. Il avait aussi Carnage de Burning. Il avait vraiment plein de trucs. Donc, bref. Ah oui, effectivement. Des classiques. Des classiques, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce support d'expression, à savoir YouTube? Alors, je choisis justement YouTube parce que c'est quelque chose que je souhaitais partager avec d'autres personnes et parce que dans mon entourage, j'ai pas énormément de personnes qui apprécient les films d'horreur. Quelques-uns, mais très peu, parce que voilà, un peu comme beaucoup, là, on prend toujours de haut ce genre de film, comme quelque chose je sais pas, de débile. Enfin bref, c'est souvent même par exemple avec ma belle-mère. Des fois, quand je lui parle de voir ce genre de film, non, jamais de la vie. Pour elle, par exemple, un des films qui admet dans le même lot que les films d'horreur et qui pour elle c'est profondément débile, c'est Jaws, Les Dents de la Mer. Pour moi, c'est horreur, mais bon bref. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais très peu du coup de personnes qui appréciaient ce genre de film. Et hormis voilà par l'intermédiaire de discussions de personnes que j'ai découvert via Facebook et compagnie, puisqu'il y a des groupes où on peut vraiment discuter voilà en toute tranquillité avec du coup des personnes qui ont les mêmes affinités. Et puis c'était quelque chose vraiment que j'avais vraiment envie de faire, mais ça faisait même plusieurs années que j'avais envie de faire, mais en fait j'avais une sorte de trac en moi et je me le sentais pas. Pourtant j'avais des amis qui s'étaient déjà lancés dans YouTube et compagnie, qui me disaient vas-y, lance-toi et puis tu verras, ça prend pas, c'est bon, ça prend pas, c'est pas grave. Et puis bon, j'avais derrière également ma femme qui m'y a encouragé, et puis à force je vais pas dire de bouvarage de crâne, mais à force de se convaincre, allez,
tente ta chance, bah, je l'ai fait, et puis voilà, je m'y suis lancé au mois de mai-juin, et bah voilà, enfin, petit à petit, voilà, c'est vrai que c'est surtout, je pense, la première fois qui est un peu difficile, compliquée. Alors c'est bien sur l'aspect technique, aussi bien même sur la fait de se regarder, voilà, c'est un peu bizarre de se faire filmer, de parler de films, de présenter, je sais pas, des achats ou quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, c'est quelque chose que je tenais vraiment à partager avec des gens, surtout que voilà, déjà le film d'horreur, c'est une niche, mais le slasher, c'est encore une niche dans une autre niche. Ouais, oui, oui, oui. C'est comme nos fans d'extrême en général, ils sont C'est une niche aussi. encore plus dans une niche, tu vois. Donc oui, oui. Bah en fait, je pense que il faut élargir le sens du cinéma d'horreur justement par ce genre de biais, et peut-être pour convaincre des gens comme ta belle maman qui voit encore le cinéma d'horreur comme un sous-cinéma, ou un cinéma vraiment qui s'adresse, je sais pas, à des décérébrés. Alors, bon. Vas-y. Non, j'allais dire surtout que honnêtement, les gens voient toujours ça d'une manière vraiment trop arriérée, et ils sont toujours dans leur bulle à dire ouais, c'est bête, méchant, enfin bref, alors que justement le cinéma même d'horreur, pas tous, mais il y a vraiment des films qui abordent le cinéma d'horreur de façon vraiment intelligente, qui est amené à réfléchir, à poser des questions, etc. George Romero, par exemple, l'a majoritairement fait dans sa saga de zombies. John Carpenter, voilà, l'a aussi très majoritairement fait, que ça soit dans bah, un de ses meilleurs films personnellement, dans Des Lives, Invasion de Los Angeles, ou même dans deux films, enfin plein de films. Enfin, il y a vraiment pas mal d'auteurs qui ont utilisé le support du film horreur, bah, pour aborder vraiment des thèmes de société, plein de choses, quoi. Enfin, sincèrement, au-delà du fait de se divertir, entre guillemets, comme on dit, voilà, allez hop, je décroche mon cerveau, je regarde un tueur, ou que sais-je, du sang, non, ça peut vraiment amener des choses intéressantes, je trouve. Ah, mais c'est le problème de l'horreur, c'est que c'est trop vite catalogué comme du gore, des tripes. Mais en fait, ce que les gens, enfin, ce qu'en plus on essaie de, pas d'imposer aux gens, mais de faire voir, c'est que l'horreur se trouve dans tout. Ça peut être de la comédie d'horreur, du thriller d'horreur, même de la romance horrifique. Enfin, c'est vraiment, c'est comme quand tu regardes un film de guerre, ça reste un film de guerre, mais voir les gens se faire tripailler en longueur de journée, ce n'est pas entre guillemets de l'horreur, mais c'est du réel, donc c'est presque même pire. Du coup. C'est ça. Bah, de toute façon, la plupart des extrêmes qu'on présente, nous, ceux qu'on a trouvés les plus difficiles, sont basés en général sur des faits réels. Donc oui, l'horreur, elle est dans la vie réelle. Hein. Donc voilà. Même, par exemple, parmi les grands films dans le cinéma genre d'horreur, elles se sont inspirées justement de faits réels. Vous voyez Psycho d'Alfred Hitchcock, ou même Massacre à tronçonneuse, ils se sont inspirés justement de Ed Gein, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on n'a pas tous rêvé d'avoir des lampes chez soi. Avec de la peau humaine. Avec la peau de ton voisin. Ah, je suis assez, ça dépend du voisin. Je suis vraiment assez pour. Est-ce que ce sujet, donc l'horreur, comme tu nous l'as dit déjà un petit peu, a pu te poser problème au niveau des regards extérieurs? Alors, on a vu qu'au niveau de tes proches, c'était pas toujours le cas. Mais est-ce que, par exemple, dans ton travail, si tu en parles, ou au niveau de vraiment de vraiment tes amis ou tes copains, enfin, je sais pas, est-ce que tu as pu voir ce regard comme tu as pu souligner déjà, comme chez ta belle-maman ou chez d'autres qui ont eu ce regard un peu déviant en disant « Ouh là là, tu regardes de l'horreur, bof, quoi ». Je dirais dans l'ensemble non, mais j'ai eu quelques exemples ici et là qui, voilà, un peu cette façon arriérée de voir les choses. Déjà, rien de savoir que je regarde ce genre de film, puisque voilà, je crie pas à tout le monde entre guillemets, ouais, je regarde ce genre de film. Non pas que j'en ai honte, mais voilà quoi. J'en parle vraiment selon le feeling, à force de discuter avec les gens. Et voilà, j'ai quelques amis ou quelques personnes membres de la famille, et c'est là, voilà, qui c'est vrai que
ils ont ça, ah, tu vas parler de ça, etc. Mais tu te rends compte, tu vas mettre ce genre de vidéo sur YouTube, tu sais pas qui va te regarder, tu sais pas, voilà, ce qu'on va en penser, on va se moquer de toi et compagnie, tout ça. Je dis, oui, ok. Après, c'est aussi entre guillemets, un risque. J'assume ce que je fais et puis voilà. Enfin, donc, à partir du moment où on s'expose sur un média tel que YouTube, on doit assumer, voilà, les choses, c'est-à-dire même les critiques, etc. Je vois sur YouTube, il y a certaines personnes liées à mes vidéos qui m'ont fait non pas des critiques, mais plutôt des remarques sur l'aspect technique ou même sur la façon dont j'aborde oralement les choses, qui m'ont fait des remarques, etc. Peut-être que tu devrais parler comme ça, etc. Dans un ordre précis, compagnie. Je les accepte, mais par contre, voilà, quand c'est vraiment des critiques vraiment négatives qui sont purement gratuites, bon, voilà, Après, je te dirais bien que nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on roule tous les deux, et malgré sa jeunesse, notre Goldie, il court depuis encore bien plus longtemps. Mais oui, je pense qu'en fait, il faut faire ça pour soi, pour se faire plaisir aux personnes qui voudront te regarder, mais il faut aussi, comme tu viens de le dire, accepter la critique tant qu'elle est constructive. ça. Le problème, c'est plutôt quand la critique, elle est gratuite et que, en plus, elle n'amène aucune discussion. Là, c'est problématique. Nous, on aime bien, par exemple, quand on présente un film, qu'on nous dise, ah oui, mais alors nous, par contre, moi, j'ai pas du tout aimé, etc. Parce que ça ouvre le dialogue. Et c'est le but de la scène, c'est d'ouvrir la discussion. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut en discuter avec tout le monde? Non. Pour autant, non. Mais on sait aussi qu'avec un outil comme YouTube, par exemple, ou comme dans les groupes Facebook, les gens qui viennent sont orientés par soi. C'est-à-dire que s'ils veulent voir de l'horreur et qu'ils viennent dans l'horreur, ils verront de l'horreur. Et sûr que s'ils cherchent autre chose, ils seront un peu ennuyés. Donc, ça permet aussi justement d'avoir, alors j'aime pas le mot, mais un écrémage, on va dire, de personnes qui seront ouvertes au sujet. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que ton activité, enfin ce que tu fais sur YouTube, puisse servir pour que tu sois un ambassadeur? Alors, je sais qu'en général, mes interviewés font « Oh mais non, ambassadeur, c'est trop fort ». Donc, relativise-le. Est-ce que tu peux être un ambassadeur de l'horreur auprès d'un public néophyte ou qui voudrait s'en approcher mais qui ne sait pas trop quel film voir? En fait, sincèrement, déjà, comme je disais, je fais déjà de base ça pour moi et de façon à partager ça avec d'autres. Mais effectivement, je me dis si ça peut amener un autre public, je vais pas dire à découvrir ce genre de film, mais à des personnes qui sont un peu trop fermées, qui vont dans le film d'horreur, mais dans vraiment du film d'horreur assez light, pourquoi pas éventuellement s'ouvrir. J'essaie justement, voilà, de faire attention dans la façon dont j'aborde mes vidéos, en tout cas dans les vidéos critiques de films que je fais entre guillemets, hein, en y apportant depuis quelque temps d'ailleurs au moins la bande-annonce, des extraits et compagnie, tout ça. Et voilà, j'espère que ça peut amener du coup un certain nombre de gens à déjà découvrir les films, et puis se faire du coup leur propre critique plutôt que des fois, et c'est un peu malheureux, de se baser soit par les on-dit, soit par une presse qui va dans un sens ou dans l'autre. Après aussi, ce qu'il y a, c'est que en France, je veux dire, contrairement aux États-Unis, bon après en termes de proportion de population, c'est vrai qu'on c'est pas vraiment idéal de choisir cet exemple, mais c'est vrai que je trouve malgré tout que on n'a pas assez de personnes qui parlent justement de films d'horreur, mais encore plus dans ma situation de slasher. Alors on a certes des personnes francophones qui abordent vraiment les slashers. J'ai par exemple un ami belge qui s'appelle Terry, qui a même sa chaîne Trailerman, peut-être vous avez déjà entendu parler. Après, vous avez également d'autres youtubeurs, mais vraiment
à proprement parler, en France, on n'est pas énormément. Alors, j'ai pas la prétention de me dire oui, je suis en France, c'est moi qui vais être l'ambassadeur de tout ça, mais mine de rien, si je peux mettre ma petite pierre et ça peut vraiment, voilà, un peu dépoussiérer tous ces préjugés et compagnie, pourquoi pas? J'espère. Enfin, bon. Bah, je pense que l'avantage, c'est qu'on a toute une façon spécifique d'aborder l'horreur, d'aborder les films qu'on présente. Et si une vidéo parle plus à une personne, une autre vidéo parlera plus à une autre. C'est aussi le choix d'avoir un terrain non pas vierge, hein, loin de là, mais de ne pas être si nombreux que ça. Ça laisse aussi aux gens le choix. Alors, le choix de venir sur YouTube aussi, d'ailleurs, pour faire leur propre contenu parfois, parce que ils estiment qu'ils aimeraient mieux que ce soit présenté de telle ou telle manière. Et puis, le choix aussi de se dire, plus on sera nombreux, et plus on pourra toucher de monde de manière différente sur le sujet de l'horreur. Alors, à ce propos, justement, on sait que donc tu abordes l'horreur par le cinéma. Et on aimerait savoir si tu as d'autres supports que tu aimes. La BD, enfin, je sais pas. Quelque chose d'autre, l'animation, quelque chose La culture, la musique. Oui, la peinture, la sculpture, la musique. Chérie, en as-tu un autre? Non. Bon, alors, voilà. Bah, dans les comic books, il y a une période, j'avais un certain nombre de comic books, j'en ai même eu de la saga de Vendredi 13. J'en ai eu aussi quelques-uns de Ash versus non, c'était Freddy versus Jason versus Ash qu'ils ont fait sous forme de comic books, puisqu'à la base, à une époque, c'était censé être la suite de Freddy versus Jason, qui au final est sorti en comic books. Et bon, du coup voilà, dans les comic books j'en ai certains. Après il y a aussi en jeux vidéo, puisque hormis le fait que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo. Hein. On a eu aussi quand même un certain nombre de jeux, spécialement dans le slasher, hein, très très peu, mais plutôt voilà dans l'horreur comme la saga des Resident Evil, Silent Hill, enfin bref, etc., etc. Bon, après tout ce qui est vraiment musique, moi c'est surtout les bandes originales de films que j'apprécie, que ce soit sous forme de vinyle ou sous forme de CD. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il y a déjà un large panel à découvrir de ce côté-là, c'est sûr. Attention, la question rapidité. Vous n'avez pas le droit à la seconde de réflexion. Quand on te dit cinéma d'horreur, quel film te vient en tête tout de suite? The Thing, de John Carpenter. C'est mon film de chevet. Je ne compte même plus le nombre de fois où je l'ai vu. Mais vraiment, j'allais dire, oui, je l'ai décortiqué. Non, en fait, je continue toujours à le décortiquer parce qu'il y a toujours des petites choses en filigrane qu'on voit ici et là. Voilà, c'est un film, pour moi, vraiment, la première fois que je l'ai vu, qui m'avait foutu non seulement une claque, mais qui m'avait fait de gros chocottes. Bien que j'avais vu auparavant Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, mais celui-là, en termes graphiques et même en termes d'ambiance, il était extrêmement prenant. Il l'est toujours autant. Enfin, je veux dire, là, le film est de 82, il a pas pris une ride. Je veux dire, ce que, par exemple, Rob Bottin avait fait sur les maquillages, sur les créatures, etc., au prix de sa santé même, c'est plus de 40 ans après, c'est rien qu'à changer. Et je veux dire, quand on voit à côté, personnellement, ce qui a été fait sur la pseudo préquel remake de 2011, avec les effets spéciaux des créatures et compagnie, tout ça, les transformations. Alors, c'est pas mauvais en soi, hein, mais par contre, ça a plus ce petit côté organique, quoi. C'est trop propre. Et moi, par exemple, c'est ce que je faisais aussi comme reproche sur ce remake, ou préquel, enfin bref, qui était du coup trop propre. Et alors que c'était dommage, parce qu'il existait de base une version faite avec amour, par tous les techniciens, etc., comme ça avait été fait sur le film de 82. Mais après, voilà, les producteurs financiers d'époque avaient décidé que non, ça allait pas le faire, qu'ils allaient faire tout numériser, tout était parti du coup à la poubelle. D'ailleurs, on peut même voir des extraits sur YouTube de ce que ça aurait pu donner, ça aurait été pour moi bien mieux.
bien que tout n'est pas parfait dans l'histoire, etc. Mais voilà, The Thing, pour moi, c'est ma petite Madeleine de Proust. Je continue à la voir. D'ailleurs, c'est tellement mon film préféré que j'en ai fait une vidéo cet été où je présentais voilà toute ma collection, parce que c'est un film que je collectionne sous de nombreux supports, c'est-à-dire les VHS francophones, peu importe des pays, des figurines, des DVD, Blu-ray, CD, enfin des affiches, la collection de comic books qui est sortie uniquement aux États-Unis, enfin bref, beaucoup de choses. Bref, ce Thing-là, c'est voilà. Vous m'avez demandé une réponse rapide, elle peut pas être plus rapide que ça. Ah, Ben, là, j'ai noté que tu as dû répondre dans l'un des plus rapides de nos interviews. excellent film d'ailleurs. Je cherche toujours une figurine. Je la retrouverai un jour. C'est celle de la jaquette du film avec cette espèce d'halo lumineux sur cette. Oui, alors, je ne l'ai pas, mais elle cote, hein. Elle cote assez cher sur le net. Merci de me rassurer. Ouais. Mais c'est pas la pire, hein, parce qu'il y a ceux de la collection Movie Maniacs qui cotent énormément. Hein. J'en possède qu'une, moi c'est Kurt Russell. D'accord. Alors justement, on parlait de films. Alors, ça n'a rien de péjoratif à l'ancienne ou de tout numériser. Est-ce que tu penses que ta vision du cinéma d'horreur, de l'horreur en général, a évolué au fil du temps? Ou penses-tu qu'elle évoluera peut-être avec ton activité sur YouTube, etc. Est-ce que tu penses que tu as déjà évolué dans ton approche, ou est-ce que tu penses que ça évoluera dans ton approche? J'ai toujours eu un peu de mal sur vraiment les films d'horreur passés les années 2000. Déjà notamment avec tout ce qui est numérique. Alors je suis pas anti-numérique parce que il y a des films qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire des choses absolument sublimes, mais c'est vrai que dans certains par exemple, films d'horreur, je trouve ça pas spécialement joli. Par exemple l'exemple du Vendredi 13 remake de 2009 de Marcus Nispel, je trouve voilà que ça se voit vraiment trop. Et il y a des scènes où on voit c'est numérique et ça apporte pas pour moi, en tout cas, ça apporte pas l'émotion que j'éprouve, par exemple, quand je regarde les films d'antan. C'est pas pareil. Mais cela dit, j'y arrive quand même à m'y ouvrir. J'y trouve quand même, malgré tout, des films assez intrigants et qui vraiment proposent quelque chose de ma foi plus qu'intéressant. Le dernier film en date que j'ai vu, c'est Christmas, Bloody Christmas, qui est une sorte je crois que c'est de 2021 ou 2022, d'une sorte de parallèle réflexion sur la façon dont l'intelligence artificielle est utilisée, et du coup le thème de Noël, avec la figure du Père Noël, etc. Et même la façon dont les effets spéciaux sont utilisés dedans, je trouve que ça a été utilisé à bon escient. Donc, quand c'est présenté ainsi, je trouve que quand le sujet s'y prête, je trouve que c'est bien. Par contre, voilà, je vous dis que je sais qu'il y a des fois qu'il y a des budgets de films qui peuvent être assez complexes, donc des fois ça peut peut-être faciliter pour les productions de passer au numérique plutôt qu'aux techniciens, enfin bref, aux bons faiseurs, je sais pas, comme les plus grands Tom Savini et compagnie, tout ça, mais voilà, ma préférence est sur quand même les années 70, 80, 90, mais surtout 80, mais j'essaie quand même d'être large sur les films après les années 2000 parce que voilà, sinon au final je serais comme les autres, je me mettrais dans une bulle et puis j'évolue pas. Ouais, tu prêches des convaincus, hein, parce que on a toujours été des grands amoureux des effets physiques et on est souvent déçus. Tiens, je pense à celui qu'on a sorti là aujourd'hui, de film qui était un film assez sympathique et qui a une fin complètement gâchée par des CGI absolument dégueulasses. Et du coup, je trouve ça dommage
se planter à 10 minutes de la fin comme ça. Donc on est d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de développer, et en même temps, comme tu le dis, on ne peut pas fermer la porte à tout cet autre cinéma qui a usé et parfois abusé des CGI, parce que ce serait passé à côté de films, et ce serait surtout passé à côté pour nous de ce qu'on essaye de défendre. Donc, effectivement, même si on a de réelles préférences sur le physique, on est ouvert au reste aussi, mais on est assez d'accord avec toi. Rien ne vaut un bel effet physique, hein, c'est une évidence. Je veux prendre par exemple un des derniers films, non pas pour le mettre vraiment en valeur, mais je trouve quand même, on va dire, respecte, où il y a un certain amour du film des années 80, des slashers des années 80, le Thanksgiving. Alors, il est pas parfait, il a comme des défauts et compagnie, mais je trouve, par exemple, justement, Eli Roth, voilà, pour moi, personnellement, je trouve, voilà, que c'est vraiment un amoureux de cette période de film. Et du coup, le mélange est assez bien fait entre tout ce qui est numérique et vraiment, le côté, voilà, travailler avec des techniciens et compagnie, maquilleurs et compagnie. Je trouve, là, quand c'est comme ça, je m'y retrouve vraiment. Ouais, c'est sûr. Du coup, petite question, pas qualitative. Si jamais tu veux bien nous répondre, y a-t-il un projet dans un futur proche concernant l'horreur dont tu souhaiterais nous parler aujourd'hui? Alors, je veux pas trop mettre la charrue avant les bœufs en tant que compagnie, mais mine de rien, j'avoue qu'il y a des choses que j'ai envie de faire. C'est pas ça parce qu'il faut du temps, de l'organisation, avec les personnes et compagnie, tout ça. Mais j'aimerais bien proposer, par exemple, pour ma chaîne et donc pour les gens, entre guillemets, voilà, des entretiens avec diverses personnes qui sont liées au cinéma, voilà, d'horreur, de slasher principalement, et par exemple, pourquoi pas aussi faire avec des éditeurs, que ce soit vraiment des éditeurs indépendants en support physique, ça va de soi. J'ai déjà un peu tâté le terrain pour un éditeur qui d'ailleurs s'est lancé depuis quelques mois dans l'édition Blu-ray, mais je veux pas trop en parler parce que voilà, j'ai pas trop envie voilà, on respecte ça, mais disons qu'en tout cas, tu as des projets autres que YouTube, et où tu te servirais peut-être même de YouTube pour développer des idées que t'as à développer. Voilà. Que ça soit entre guillemets même pour moi et même pour déjà, même je trouve ça serait sympa, même pour eux qu'on parle, oui, mais peut-être pas assez des fois aux éditeurs, des fois en support physique indépendants déjà qui ont du mal entre guillemets parfois à survivre. Donc déjà on les met en avant un peu eux, mine de rien, avec des personnes qui sont tout autant passionnées que nous, et puis ça permet d'avoir un public qui sera forcément, moi j'espère, intéressé. Ah oui, nous en tout cas, on a beaucoup aimé faire les interviews comme celles qu'on fait aujourd'hui, parce que il n'y a pas meilleur endroit, je dirais, pour rencontrer des gens totalement différents, qui font des choses qui sont totalement différentes autour de l'horreur, et d'enrichir aussi la chaîne, bien sûr, mais de nous enrichir nous-mêmes, hein, clairement, dans ces échanges-là, parce que c'est, alors déjà, parfois, et même souvent, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a d'autres gens qui pensent et qui aiment les choses que nous on aime aussi. Donc déjà, ça fait du bien. Et puis c'est toujours enrichissant, quoi. Voilà. Et puis même à un moment, c'est vrai que je citais d'autres personnes comme quoi qu'ils abordaient pas assez, voilà, en France le cinéma d'horreur et le slasher en l'occurrence. Mais bon, j'ai cité les autres, mais je vous ai même pas cité vous, alors que j'ai quand même vu que vous avez aussi également abordé des slashers. Donc, mais à coup pas. Il n'y a pas de souci. C'est tout genre, tout sous-genre, toute époque. L'avantage, si tu veux, c'est que au fil du temps, on l'était déjà pas au départ, mais on est de moins en moins susceptible, parce que plus les choses vont et plus on est nombreux sur YouTube, et plus il nous est difficile à nous aussi de toujours quitter tout le monde,
mais nos pensées vont vers tout le monde, comme toi, je suppose, dans le sens où on est de plus en plus nombreux, c'est très bien. Et comme ça permet aussi d'avoir des niches, justement, et des chaînes spécialisées dans des niches, dans des sujets spécifiques, et je trouve que c'est super. Voilà. Sachant qu'on fait partie des vieux avec le temps. Je me sens pas visée quand tu dis ça. 8 ans de chaîne déjà, on fait partie des vieux. Et ben, du coup, merci pour cet entretien, Michele. On aura l'occasion de reparler juste après si tu veux.